l'instrumentalisation occidentale de la démocratie. Vous savez, la démocratie a été utilisée comme un cheval de Troie pour diviser les Africains. La démocratie a exposé un multipartisme ethnique. Un parti, une ethnie, un parti, une ethnie. Quand j'arrive en France, je continue cet engagement. J'adhère au Parti socialiste français dans le but d'obtenir la fin de l'occupation militaire du sol africain par les armées françaises, la levée de la monnaie néocoloniale du franc CFA, la fin de l'ingérence politique française dans la désignation des dirigeants africains et le respect du droit des Africains d'aller vers l'africanophonie, c'est-à-dire l'usage de leurs propres langues et traditions dans l'invention de leur civilisation. Malheureusement, pendant 10 années au Parti socialiste, je n'ai pas pu faire bouger les lignes. J'en ai donc démissionné pour me consacrer dans le cadre du panafricanisme révolutionnaire à l'éveil de la jeunesse des diasporas pour le combat que nous menons ensemble et qui nous offre ce bonheur de trouver un Burkina Faso debout aujourd'hui. Alors, vous êtes également un auteur reconnu pour vos essais philosophiques et politiques sur la démocratie et la souveraineté africaine, précisément. Et parmi vos œuvres influentes figure la critique de la tragédie camerounaise, parue en 2014. Vous y exprimez le désir d'un citoyen exilé de comprendre la tragédie de son pays, vous l'évoquez tantôt, suscitant un débat marqué sur l'identité et la gouvernance au Cameroun. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire plus sur cette œuvre ? Le Cameroun, mon pays natal, connaît le sort de plusieurs pays de l'Afrique dite francophone. Moi, je dis toujours dite francophone parce que l'Afrique est africanophone à la base. C'est une absurdité. Afrique anglophone, Afrique francophone, c'est comme si les Africains n'avaient pas de langue. Dans ce pays, s'est posé la question suivante. Le colon va-t-il partir en laissant le peuple souverain se bâtir des institutions politiques, économiques, sociales et culturelles, ou le colon va-t-il rester en imposant des collabos à la tête du pays? Ce problème a entraîné la guerre d'indépendance du Cameroun. L'Union des populations du Cameroun, mouvement auquel j'ai appartenu pendant plusieurs années de ma vie, avait choisi la lutte pour la souveraineté totale du Cameroun. Malheureusement, l'UPC a perdu la guerre face aux colons français et à ses supplétifs africains. Ils ont donc imposé, à partir de 1958, à la tête du Cameroun, des Camerounais que le peuple camerounais n'avait pas librement choisi. C'est ainsi du premier président de la République du Cameroun, Ahidjo, qu'il a été imposé par fraude électorale, bourrage d'urne à Yaoundé, et qui par la suite instaure un régime de parti unique, où il est le seul candidat pendant pratiquement 25 ans. C'est le cas de M. Biya qui, dès 1961, est placé par les Français comme conseiller d'Amadou Ahidjo et qui accompagne Amadou Ahidjo et l'armée française dans le génocide camerounais d'1 million de personnes. Donc, en fait, nous avons, pour résumer le portrait du régime qui gouverne le Cameroun, nous avons un régime néocolonial d'origine coloniale. Les dirigeants sont issus de ces Camerounais qui ont préféré se soumettre à la France que de résister. Et ce sont eux qui gouvernent mon pays jusqu'à ce jour. Alors, comment gouvernent-ils? Mais comme des colons. Ils confisquent la commission électorale, ils confisquent la Cour constitutionnelle, ils confisquent les médias publics, ils confisquent les caisses de l'État, ils confisquent la diplomatie, ils confisquent l'avenir. Nous avons une moyenne d'âge dans ce pays de dirigeants qui ont presque tous plus de 80 ans. Vous prenez toutes les institutions, la moyenne d'âge c'est 80 ans, dans un pays dont plus de 70% de la population est en deçà de 30 ans. Donc un pays qui est dirigé par des gens qui n'ont plus d'avenir, alors qu'il est composé d'une population qui a toute sa vie à vivre dans l'avenir. C'est cette incongruité que j'ai appelée la tragédie camerounaise dans ce livre publié à Paris en 2014. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez de l'espoir qu'un changement qualitatif est possible toujours pour ce pays, le Cameroun, qu'un jour ce pays soit dirigé par des hommes intègres, les hommes qu'il faut à la place qu'il faut? Absolument. Il y a 3 schémas de changement possibles au Cameroun. Il n'y en a qu'un seul qui est le meilleur. Le premier schéma, c'est la succession dynastique. C'est celui que veut imposer M. Biya, le dictateur local. Il veut que son fils, ou quelqu'un en tout cas de son parti, lui succède, afin, étant mort au pouvoir, d'assurer ses arrières et de conserver ses avantages pour son clan. Ce schéma est dangereux pour le peuple camerounais, parce que ça fait plus de 42 ans qu'on a le même homme avec un pays qui s'enfonce de plus en plus dans le sous-développement, l'anomie, la décrépitude totale. Il y a un deuxième schéma. Celui-là est élaboré dans les officines néocolonialistes françaises. C'est le coup d'État néocolonialiste.
un coup d'État qui consisterait à placer à la tête du pays un militaire à la solde de Paris, à la solde de Washington, à la solde de l'impérialisme occidental. Ce schéma aussi, il nous a montré partout ailleurs dans le continent qu'il ne peut pas marcher. Toutes les révolutions ne sont pas des révolutions populaires, certaines sont de pures révolutions de palais. Il y a un troisième schéma. Oui. Nous avons créé le mouvement des Lions et Lions indomptables, de la libération panafricaine du Cameroun. Pour affirmer ce schéma, il nous est enseigné par les peuples de l'Alliance des États du Sahel. Un proverbe de chez nous dit « Quand ton frère te dépasse, porte sa chaise ». L'Alliance des États du Sahel est l'avant-garde révolutionnaire du continent africain. En quoi cela consiste ? Des millions de citoyens se mobilisent pour obtenir la fin de la tyrannie. Une fois que la tyrannie a pris fin, on instaure une transition à l'occasion de laquelle on va se doter d'institutions reflétant les aspirations du peuple. Le Cameroun a besoin d'une nouvelle constitution, d'une république fédérale à plusieurs régions fédérées, et il a besoin de mettre fin à la soumission à l'impérialisme et au néocolonialisme occidentaux. Il a besoin de mettre fin à la gabegie financière, à la brutalité et à toutes ces pratiques qui ont fait perdre espoir à des millions de nos amis. Alors, donc voilà, c'est la révolution populaire progressiste qui va libérer le Cameroun. Et moi, je me présente comme serviteur national des Lions et Lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun. Professeur, vous avez également orienté votre réflexion sur le Burkina Faso, pays des hommes intègres, réflexion qui a abouti en 2017 à la publication d'une œuvre intitulée « Démocratie versus populisme, le Burkina Faso en danger ». C'est une œuvre prémonitoire. Vous savez, j'ai été au Burkina Faso 2 fois, et c'est la 2e fois maintenant. La fois précédente, c'était, rendez-vous compte, au mois de février 2014. Et quand j'étais venu au Burkina Faso, celui qui était le chef de l'État alors, le président Compaoré, m'avait fait l'honneur d'une audience. En tant qu'écrivain qui analysait l'actualité politique, il voulait savoir ce que je pensais de ce qui se passerait dans ce pays. Je lui ai dit ce que j'ai écrit plus tard dans le livre, qu'il y avait 2 forces qui s'affrontaient dans ce pays. D'une part, une force qui voudrait exercer le pouvoir par le populisme, c'est-à-dire sans la légitimité populaire, et d'autre part, une force qui voudrait exercer le pouvoir par la souveraineté, c'est-à-dire avec la légitimité populaire. Il lui appartenait, le plus rapidement possible, après 27 années au pouvoir, d'arbitrer pour la meilleure force. L'avenir appartient à la souveraineté. Il faut laisser gouverner l'Afrique par des forces capables d'affirmer sa souveraineté, donc de sortir de la dépendance envers Paris, la dépendance envers Washington ou envers qui que ce soit. Eh bien, dans ce livre, Démocratie versus populisme, je disais qu'il fallait faire également attention à l'instrumentalisation occidentale de la démocratie. Vous savez, la démocratie a été utilisée comme un cheval de Troie pour diviser les Africains. La démocratie a exposé un multipartisme ethnique. Un parti, une ethnie, un parti, une ethnie. Une fois que nous sommes tombés dans ce piège du discours de la Baule de 1990 de François Mitterrand, qu'est-ce que ça a donné ? La démocratie au sens du multipartisme a affaibli tous les pays africains. Dans la foulée, programme d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale. Dans la foulée, on nous a fourgué la dévaluation du franc CFA. En fait, cette démocratie multipartite était un piège pour qu'à travers la division ethnique, nos pays soient affaiblis et qu'on leur fasse accepter la nouvelle prédation économique. Et d'ailleurs, c'est au nom maintenant encore de cette soi-disant démocratie importée de l'Occident, de ses droits de l'homme, de sa bonne gouvernance, qu'on s'attaque à des gouvernements révolutionnaires qui sont au service des intérêts populaires, parce que ceux-ci sont en train de mettre fin aux monopoles impérialistes et néocolonialistes sur nos terres. Donc en fait, ce que j'ai pensé pour le Cameroun, je le pensais déjà aussi pour le Burkina Faso en 2017, il fallait fonder le pays sur des bases populaires, non pas populistes, et il fallait se méfier du jargon et de l'idéologie démocratique qui, en bonne partie, était une manipulation de l'Afrique pour des intérêts étrangers. Alors, vous titillez aussi les autorités ivoiriennes avec l'œuvre que vous avez baptisée Dérive dictatoriale en Côte d'Ivoire, déception de l'ère Ouattara et nouvelle génération. Alors, on va dire que c'est une critique sur l'évolution politique de la Côte d'Ivoire sous l'ère Ouattara qui s'élargit sur les transitions démocratiques en Afrique. De quelle dérive est-ce qu'il est question dans cette œuvre ? Mais dans cette œuvre, il est question d'une dérive terrible, parce que celui qui vous parle a lui-même été victime de l'illusion qu'a créée lorsqu'il arrivait en politique en Côte d'Ivoire,
l'actuel détenteur de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara. Quand il arrive, il se présente comme un technocrate venu du FMI et de la Banque mondiale pour apporter la panacée à une Côte d'Ivoire du président Houphouët-Boigny qui faiblissait et qui était en crise économique, qui était en crise en raison de la détérioration des termes du commerce des matières premières. Ok. Cet homme-là arrive, et quand il arrive, on se rend compte que paradoxalement, la première chose qu'il fait, c'est qu'il crée la carte de séjour des Africains de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il crée un contexte de discrimination entre Africains en Côte d'Ivoire au motif qu'il y aurait là-dedans une ristourne financière pour les caisses de l'État. Comme les Africains de Côte d'Ivoire portent les mêmes noms que les Ivoiriens, en très bonne partie, comment distinguer un Traoré du Burkina Faso d'un Traoré du Mali, d'un Traoré de Guinée, d'un Traoré de Côte d'Ivoire? Ils sont tous des Africains. Quand vous prenez, je ne sais pas, un Bamba, mais un Bamba, il peut être de partout en Afrique, même de chez moi au Cameroun, il y a des Bambas, d'accord? Donc, en fait, à travers cette carte de séjour, il va créer une frustration, puisque des Ivoiriens du nord de la Côte d'Ivoire vont être assimilés à leurs frères de la sous-région. Cette frustration permet à M. Ouattara de constituer son premier bétail électoral. Mais il ne s'arrête pas là. Il va par la suite, comme Premier ministre, réprimer le mouvement démocratique. Nous, les étudiants, on se souvient de lui comme un Premier ministre particulièrement violent envers les mouvements syndicaux. Il ne s'arrête pas là, il divise le parti de l'indépendance, le PDC-RDR, en deux morceaux. En 1994, il crée le RDR. Et tous les coups d'État qui vont avoir lieu en Côte d'Ivoire, à partir de 1999 jusque pratiquement donc en 2020, porte son estampille. Il est l'instigateur du coup d'État du 24 décembre 1999 contre le président Bédié. Il est à la baguette du complot du Cheval Blanc en septembre 2000 contre le général Robert Guéhi. Il est à la manœuvre du complot du 6-7 janvier 2001 contre le président Laurent Gbagbo. Eh bien, ce qu'on a appelé le complot de la Mercedes noire, 6-7 janvier 2001. Il est l'instigateur du complot de la rébellion du coup d'État de 2002, qui a été mené à l'époque par le président Guillaume Kibafori Soro, secrétaire général d'AFESI, croyant qu'Alassane Ouattara incarnerait véritablement l'état de droit, la démocratie, la réconciliation, la fin des discriminations. Et il gouverne par le coup d'État jusqu'aujourd'hui. Parce qu'en 2020, cet homme a violé la Constitution de 2016, qui dit que nul ne peut avoir plus de 2 mandats présidentiels à la tête de la Côte d'Ivoire. Il a violé l'article 55, l'article 183 de cette Constitution. Donc, dans ce livre de 2019, je montre que Alassane Dramane Ouattara est une mystification, une illusion, une tragédie pour le peuple ivoirien. Et pour nous qui, à un moment donné de notre histoire, avons cru qu'il incarnait la défense des exclus, la défense des discriminés. La dérive dictatoriale qui commence là va conduire la Côte d'Ivoire à une révolution nécessaire. Je pense pour la Côte d'Ivoire, comme pour le Cameroun, mon pays natal, que seule la révolution populaire progressiste peut la sauver. Alors, vous savez qu'il y a une tension diplomatique et politique entre les autorités du Burkina, de l'AES et celle de la Côte d'Ivoire qui évolue depuis quelques mois. Quelle est votre lecture sur cette situation précisément? Ce n'est pas simplement, chère madame, une tension diplomatique. C'est une dichotomie idéologique. Alassane Dramane Ouattara est le serviteur du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental en Afrique. C'est le grand défenseur du franc CFA. C'est lui qui était prêt à envoyer 1500 hommes attaquer le Niger au nom de la CEDEAO. Il est derrière tous les coups d'État tentés contre le président Ibrahim Traoré, tentés contre le président Assimi Goïta, et il était prêt à financer et à armer des gens pour aller tuer le président Abdourahmane Tiani. Donc c'est un déstabilisateur professionnel au service du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Là, il est discipliné dans le mal. Or, ici, le président Ibrahim Traoré et ses compagnons du MPSR2, je ne parle pas du MPSR1, ont basé la révolution burkinabé sur les fondamentaux que le président Thomas Sankara avait posés. La révolution, c'est de transformer les structures socio-économiques du pays pour que le plus grand nombre ait accès à des conditions de vie correctes. La révolution, c'est de mettre fin aux monopoles étrangers sur les ressources stratégiques du pays pour que la richesse du Burkina Faso profite d'abord au Burkina Faso. Rendez-vous compte, pour la première fois de son existence, après son indépendance, le Burkina Faso a des réserves en tonnes d'or. Il ne possédait pas, à l'arrivée en 2023, 2022, 2023 de l'actuel régime, il ne possédait pas une once d'or de réserve dans ses caisses de trésor. Troisième niveau de changement, le changement diplomatique. Le président Ibrahim Traoré et ses compagnons
sont porteurs de la respectabilité africaine. Les partenaires internationaux qui veulent nous soumettre, comme sous l'esclavage, sous la colonisation, on dit non en l'AES. Enfin, il y a un quatrième niveau symbolique très fort, la revalorisation de nos traditions, de nos langues, de nos civilisations, de notre esthétique, de notre manière d'être. Ces 4 manières d'être qui caractérisent la révolution populaire progressiste sont aux antipodes de l'esprit de valet, de vassal néocolonisé dont M. Ouattara, dont M. Biya et tous ceux qui sont issus de la cuisse du colonialisme français sont porteurs à travers l'Afrique. Donc en fait, il s'agit là de l'affrontement de 2 plaques tectoniques idéologiques. D'un côté, le panafricanisme révolutionnaire et de l'autre côté, le néocolonialisme évolutionnaire. Ces gens-là, à qui on a dit, les Africains doivent accepter d'évoluer. Un jour, peut-être, ils seront comme les Occidentaux. Les évolutionnistes néocoloniaux sont en guerre face aux panafricanistes révolutionnaires. On doit en prendre conscience. C'est un conflit qui traverse tous les pays. Il traverse le Sénégal, il traverse le Cameroun, la Côte d'Ivoire. Au Burkina, il a eu lieu, et c'est pour cela que les choses avancent. Il a eu lieu au Mali, les choses avancent parce que la révolution a pris le pouvoir. Il a eu lieu au Niger, les choses avancent, la révolution a pris le pouvoir. Nous souhaitons que la révolution progressiste populaire embrasse tout le continent africain.